Bonjour. Il m'arrive souvent de ressortir plusieurs fois le même manga comme exemple. Mais vous avez dû remarquer qu'il y en avait un qui sortait régulièrement, surtout quand il s'agissait de parler de vampires ou de manga harem. Être un peu plus subtil, comme dans Rosario Vampire, ou manga harem, Negima ou Rosario Vampire, que ce soit sur papier, à la télé ou en film, au point que comme pour Rosario Vampire, et cela tombe bien, car pour ce mois d'Halloween, j'ai décidé de parler du manga Rosario Vampire et de son adaptation en série animée. Je peux pas. Je devrais pas. Cette odeur est... Mon corps va... Une odeur. Ses cheveux sentent tellement bon. Désolée, je peux pas m'en empêcher. C'est ma nature de vampire. Rosario Vampire, ou Rosario Cross Vampire, est un manga de Akihisa Ikeda, publié de 2004 à 2014. Enfin, oui et non. Pour être plus précis, le manga fut d'abord publié en 2004 dans le Monthly Shonen Jump. Mais en juin 2007, la Shueisha, propriétaire du magazine, décida d'arrêter sa publication pour lancer un nouveau magazine, à savoir Jump Square. Rosario Vampire fut repris, mais se retrouva avec le sous-titre de saison 2. Le manga est donc en deux parties, la première faisant 10 volumes et la seconde 14. Dans Rosario Vampire, nous suivons Tsukune Aono, un jeune homme que le manga décrit comme tout ce qui est de plus banal, et qui après avoir raté tous les examens d'entrée, se retrouve par un concours de circonstances au lycée Yokai. À peine arrivé sur les lieux qu'il fait la rencontre de Moka, une jeune fille dont il tombe rapidement sous le charme, et apprend tout aussi rapidement qu'elle est un vampire. En effet, il s'avère que le lycée Yokai est un lycée réservé aux monstres, qui a pour but d'apprendre à ces derniers à vivre dans le monde des humains, d'où le fait que les élèves ont tous une apparence humaine, ce qui le met évidemment en danger. Dernier élément, il découvre, suite à un concours de circonstances, qu'il est capable d'enlever le rosaire de Moka, ce qui libère ses pouvoirs de vampire et change sa personnalité. Évidemment, tout ceci n'est qu'un début, et Tsukune ne sera pas au bout de ses surprises dans ce lycée. J'ai beaucoup d'affection pour le manga Rosario Vampire. Déjà, il réunit deux éléments que j'aime bien, à savoir les histoires de monstres et le manga harem. Mais je trouve que le manga a bien des qualités. Outre le fait qu'à l'instar d'Anegima, il s'oriente plus vers de l'aventure que sur de la comédie romantique, il arrive également à se démarquer de pas mal de mangas harem en apportant divers éléments originaux. Mais j'y reviendrai à l'occasion, notamment quand il s'agira de comparer le manga et son adaptation animée, dont il serait peut-être temps d'entamer les présentations. La série animée est réalisée par le studio Gonzo, studio qui commence vraiment à être un habitué de ma chaîne, et que j'ai déjà évoqué dans la précédente vidéo. À réalisation, nous trouvons Inagaki Takayuki, un habitué des studios Gonzo qui avait déjà réalisé Desert Punk il y a quelques années. L'anime aura le droit à 2 saisons qui sortiront durant l'année 2008, de janvier à mars pour la partie 1 et d'octobre à décembre pour la partie 2. Ce qui fait que lorsque la série est sortie, le manga avait été déjà bien entamé et avait même terminé sa première saison. Ce n'est pas la première fois que Gonzo s'occupe d'une adaptation. J'ai déjà notamment parlé de Hellsing, une adaptation où Gonzo a dû prendre pas mal de liberté dû au fait que le manga n'était qu'à son 3e volume, et qui a donné une série différente de l'œuvre d'origine, mais loin d'être inintéressante. Mais pour Rosario Vampire, le manga est déjà très bien entamé, et comme je l'ai dit, a même fini sa première saison. Du coup, non seulement ils sont dans la capacité de nous pondre une adaptation fidèle, mais en plus de corriger certains éléments, voire d'améliorer l'œuvre d'origine. Mais ça ne sera pas vraiment le cas. En fait, dès le début, un élément va nous faire comprendre vers quoi va s'orienter cette adaptation. « 12 secondes. Il faudra à peine 12 secondes pour qu'on voit le premier plan culotte de la série. Or, la série aura un énorme focus là-dessus. Pour tout dire, j'ai calculé, il y en a 18 dans le premier épisode. Alors, savez-vous combien il y en a dans le premier chapitre du manga que cet épisode adapte ? 0. Car c'est un truc intéressant, apparemment Ikeda n'aime pas trop ces plans-là. Alors je ne vais pas vous faire croire qu'il n'y a jamais ce genre de plan dans le manga, mais il est clair que ce n'est pas la priorité du mangaka, y compris quand il s'agit de mettre en avant des éléments ou des passages sexy. Et en fait, c'est en regardant la série animée qu'on peut deviner pourquoi le mangaka a choisi de restreindre le plus possible ce genre de plan. Et on pourrait le résumer en un mot, la distraction.
Il suffit de prendre comme exemple un combat de Moka. Dans le manga, Ikeda fait tout pour cacher les sous-vêtements de la vue des lecteurs, quitte à mettre des éléments pour les cacher. Ce n'est évidemment pas le cas dans l'anime, où dès que possible, le réalisateur n'hésite pas à mettre en avant la petite culotte de Moka. Or, lors de ces deux mêmes situations, il est clair qu'on ne fait pas attention à la même chose. Si dans le manga on a une bonne vision du coup et de l'impact, dans l'anime nos yeux sont rivés sur autre chose. Pareil pour cette séquence, où on devrait plus s'attarder sur le fait que Tsukune s'est pris un coup pour protéger Yukari, mais l'anime préfère mettre autre chose en avant. Et des plans comme ça, on en bouffe partout dans la série, du début à la fin, de façon purement gratuite, et même pas pour des gags comme le feraient la plupart des mangas harem, avec comme souci principal, comme je l'ai souligné, de complètement distraire le spectateur des éléments importants. Le réalisateur est tellement omnubilé par ça qu'il s'en sert même de base pour les résumés des prochains épisodes. Alors ça fait très chipotage que je m'attarde sur un truc comme ça, mais c'est en réalité assez représentatif de l'adaptation animée, qui reprennent le manga histoire, mais ne cherchent pas vraiment à comprendre ce que l'auteur voulait raconter ou encore où il voulait en venir, pour faire un truc à leur sauce qui va souvent en complète contradiction avec le manga. Et pour moi un parfait exemple de cela, c'est l'épisode qui introduit Misoré. Alors à la base j'avais aussi prévu de parler de l'arc de Ruby et de celui du comité de sécurité, mais je me suis dit que ça ferait un peu long pour arriver au même constat, donc j'en parlerai vite fait. Ah, et deux choses. Premièrement, je vais devoir pas mal spoiler cette partie de l'histoire. Et deuxièmement, cette partie de l'histoire évoque des situations de non-consentement. Donc si vous êtes sensible à ce genre d'événement et ou que vous ne voulez pas vous faire spoiler, allez à la partie de la vidéo indiquée ci-dessous. Je vais commencer par résumer la version animée. Dans cet épisode, nous découvrons le personnage de Misoré, une fille de glace distante et associable, mais qui se sent proche de Tsukune depuis qu'elle a lu ses articles. Après avoir tenté de forcer la main à Tsukune et envoyer un cône de glace attaquer Moka, cette dernière, grâce à Kurumu, arrive à s'en sortir et ensemble elle sauve Tsukune qui rejette Misoré. Plus tard on apprend que Misoré a congé le professeur d'éducation physique et a disparu. Tsukune, qui se sent responsable de ne pas avoir employé les bons mots avec Misoré, décide de partir à sa recherche. Il la retrouve, et il s'avère que le prof d'éducation physique a tenté de violer Misoré. Cette vérité dévoilée et les excuses de Tsukune n'empêchent pas Misoré de péter un câble et d'invoquer des clones de glace qu'elle ne contrôle plus à cause de ses émotions. Tsukune sauve Misoré alors qu'elle était en train de tomber de la falaise, tout en enlevant le rosaire de Moka, qui révèle ses pouvoirs, détruit les clones de glace et fout le baigne à Misoré histoire de la remettre à sa place. Tout est bien qui finit bien et ils deviennent tous amis. Bon, j'ai résumé très rapidement, et pris comme ça on peut estimer que l'épisode n'est pas trop mauvais. Ça parle du problème d'associabilité, et même du tentative de viol, un truc qui est rarement abordé dans ce genre d'histoire. Seulement, quand on compare à ce qui est raconté dans le manga, on se rend compte que non seulement l'anime a pris des libertés par rapport à ce dernier, mais que les changements effectués non seulement sont loin d'être pertinents, mais en plus desservent complètement ce que racontait l'histoire à la base. Quitte à complètement changer la perception qu'on peut avoir sur certains personnages, et la morale qui en ressort. Voici grosso modo les changements les plus importants à mes yeux. Si la première partie ne change pas grand chose, hormis le fait que Tsukune ne rejette pas Misoré, mais c'est Moka qui lui donne une raclée, c'est vraiment avec la deuxième partie que tout change, notamment quand entre en jeu Kotsubo, le professeur d'éducation physique, qui signale que 2 élèves ont été congelés et blessés par Misoré, et met en garde Tsukune par rapport à cette dernière, qui a déjà harcelé un prof depuis le début de l'année. Alors je vais essayer de résumer rapidement. Il s'avère effectivement que Misoré avait le béguin pour Kotsubo. Or, après qu'elle ait rejeté Kotsubo, parce que, je cite le manga, il avait eu des gestes déplacés, ce dernier s'est mis à la harceler et à propager des rumeurs sur elle, jusqu'à blesser les élèves que Misoré avait en réalité délivré de la glace. Et il ira même jusqu'à tenter de tuer Misoré avant que Tsukune et ses amis arrivent pour la sauver. Du coup, vous devez comprendre à quel point l'anime raconte quelque chose de totalement différent du manga. La Misoré du manga, au final, n'est pas une personne qui est isolée parce qu'elle est associable. Elle est isolée parce qu'elle est rejetée par tout le monde à cause des rumeurs propagées par Kotsubo, cette même personne qui la harcèle depuis le début de l'année scolaire. Du coup, toutes les actions qu'elle effectue dans le manga peuvent être interprétées comme des actes désespérés d'une fille au bout du rouleau, qui subit une forte pression sociale depuis plusieurs mois, et qui n'a personne à qui se confier, ni sur qui se reposer. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans l'anime, où Misoré semble juste être une personne associable, avec des tendances yandere. Alors oui, dans l'anime, elle subit aussi une tentative de viol, ce qui est déjà assez grave en soi. Mais le truc, c'est que Misoré et Kotsubo ne se sont jamais connus avant ça. C'est à peine si on sait quelque chose de ce prof d'ailleurs.
là où tout dans le manga est fait pour que l'on comprenne que sous ses airs de prof strict, Kotsubo est un personnage monstrueux et toxique, et sa véritable forme de monstre tentaculaire ne doit pas être anodine, vu que ce n'est pas la première fois que le mangaka joue avec certains thèmes du manga hentai. Ah, et comble du mauvais goût, dans l'anime on voit que Kotsubo continue d'enseigner, malgré sa tentative de viol preuve à l'appui. Bref, pour faire simple, on garde la base, mais on change et on modifie la trame, au point de dénaturer les personnages et le message qui était sous-jacent. Et le souci c'est qu'ils feront ça pour chaque histoire importante. Pour l'arc de Ruby, on part d'une histoire qui mélange haine envers les humains, une relation maître-élève complexe, avec un sous-message écologique dans le manga. Ah, c'est Ruby qui pète un câble dans la version animée. Et pour l'arc du Conseil de sécurité, on passe d'un groupe aux méthodes et à la mentalité fasciste à un groupe corrompu, ce qui je trouve est moins complexe à gérer. Notons aussi que l'emplacement de ces arcs est complètement inversé. L'arc du Conseil de sécurité se passant avant celui de Ruby, et l'arc de Misoré après. Ce qui n'a l'air de rien dit comme ça, mais change pas mal le scénario, surtout vis-à-vis de Tsukune. Oui, parce que mine de rien, le traitement du personnage de Tsukune est très représentatif de l'adaptation en général. Car si au début Tsukune est un personnage tout à fait banal, dont la seule capacité est d'enlever le rosaire de Moka afin de libérer les pouvoirs de cette dernière et sauver la mise, très vite il va se passer des événements qui vont amener le personnage à évoluer. Et quand je dis assez vite, c'est dès le milieu du volume 3. Sans rien spoiler, à partir de là, le personnage devient non seulement plus actif, mais sa situation devient également plus complexe. Et par conséquent, à la star de notre héros, le manga évolue vers des situations plus sérieuses, voire sombres, même s'il reste quand même des histoires à tendance humoristique ici et là. Or, le souci, c'est qu'apparemment, Gozo avait d'autres idées en tête en décidant d'adapter ce manga. Parce qu'apparemment, avec cette série, Gozo cherchait avant tout à faire une série simple et accessible à un public particulier, notamment les fans de manga Aremechi qui pourraient dépenser de l'argent en produits dérivés. Et pour cela, ils ont simplifié des éléments, changé des caractères, voire supprimé des histoires qu'ils estimaient trop complexes et pas du tout adaptées au public cible. Tsukune n'est amoureux et n'a Dieu que pour Moka ? Changeons ça dans l'anime afin de faire croire qu'il pourrait finir avec une autre personne, comme dans des histoires harem plus classiques, et en lui faisant dire cette phrase cliché comme pas permis. J'ai besoin que tu comprennes que j'en suis pas encore là. Je suis incapable de choisir l'une d'entre vous pour le moment. Kurumu est victime d'un chantage digne d'une histoire de hentai, avec tout ce que ça sous-entend de glauque, par un personnage tout aussi glauque. Remplaçons ça par une histoire un peu plus légère avec 3 fans des filles, et caricature d'otaku, ce qui est assez hypocrite quand on y pense. Hitomi Ishigami, la prof d'art plastique chaotique, une des principales antagonistes de la saison 1 du manga, on l'enlève. Pareil pour le groupe Antithèse et son arc narratif. Existent également les scènes un tant soit peu violentes. Il ne faut rien mettre qui pourrait perturber le public cible, et qui surtout pourrait aller à l'encontre de la formule que la série animée s'est imposée. Car c'est un autre truc qui se remarque dans cette adaptation, c'est sa répétitivité, notamment sur le déroulement des histoires, qui sont toutes calquées sur le même schéma. Les héros rencontrent un problème, Tsukune enlève le rosaire de Moka, Moka se transforme, et met fin au problème. C'est une formule que l'on retrouve surtout dans les 2 premiers volumes du manga. Mais le truc c'est qu'il applique également à des histoires qui ne suivent pas cette formule dans le manga. Et le souci c'est que ce n'est pas le seul élément. On a par exemple l'intervention du vampire narrateur. Le jour de l'examen final de maths, Tsukune angoisse encore et encore. La transformation de Moka à chaque épisode, avec en plus une voix off pour nous expliquer ce qui se passe, là aussi à chaque épisode. Le décompte du combat par le vampire. La grosse confrontation de cet épisode, si on peut appeler ça comme ça, a duré 86 secondes. C'est pas trop ridicule? Ou encore ce gag. Ah, Moka. Tsukune, Ah, Moka. Tsukune, Ah, Moka. Tsukune. Alors je ne vais pas faire comme si le manga n'était jamais répétitif. Lui-même abuse d'un gag en particulier. Mais qu'on se tape ces éléments dans tous les épisodes, outre le fait d'être hyper redondant, ça montre une série qui n'a aucune volonté de changer ou de prendre de risques. Et le pire, c'est que tout ceci ne s'améliore guère avec la seconde saison. En fait, ça devient même pire. Il n'y a quasiment plus aucune histoire adaptée du manga, ou au mieux très partiellement, voire juste une image. Le traitement du personnage de Kokoa est juste catastrophique, même sans prendre en compte ce côté adaptation. Et si l'on pouvait espérer que les événements à la fin de la saison 1 allaient amener à du renouveau comme c'est le cas dans le manga, la série retombe très vite dans sa routine habituelle. Et l'arrivée de la sœur de Moka ne change pas grand chose.
Il faudra attendre les 2 derniers épisodes pour que la série décide de mettre un peu d'enjeu, en reprenant quelques idées du manga, mais vraiment le minimum. Et là encore, quand on compare à ce dernier, on se dit qu'on est passé à côté de quelque chose. Ce qui me tue dans tout ça, c'est que la série est loin d'être dégueulasse techniquement. Et il y a même des passages vraiment réussis en termes d'animation, ce qui montre que ce n'est pas une série qui avait vraiment été traitée par-dessus la jambe. Et après, que ce soit clair, je ne dis pas qu'il est impossible de prendre du plaisir avec cette série, voire même de l'apprécier. Et même si j'ai du mal avec l'aspect redondant qui ressort trop, j'avoue que certains gags m'ont fait sourire. Mais ça n'empêche pas qu'à mes yeux, la série Rosario Vampire est un parfait exemple de très mauvaise adaptation. Et il suffit de le comparer avec d'autres séries que j'ai traitées dans ce schéma. Que ce soit Spriggan, Magic Knight Rayheart ou Hellsing, à chaque fois j'ai parlé d'adaptations qui ont pris des libertés par rapport à l'œuvre d'origine. Et dans le cas de Hellsing, qui est aussi du studio Ganzo pour le rappeler, on avait le droit à pas mal de changements au niveau de l'histoire. Et au final, on peut se dire que c'est la même chose pour Rosario Vampire. Sauf qu'il y a clairement une différence d'intention et de résultat. Si dans les précédentes adaptations, les changements ont été faits dans le but de corriger l'œuvre ou d'améliorer des éléments narratifs, dans le cas de Rosario Vampire, les changements ont clairement été faits dans le but de formater l'œuvre pour une audience en particulier, et non avec une vraie volonté créatrice ou artistique. Bref, Rosario Vampire n'est pas une mauvaise adaptation parce qu'elle n'est pas fidèle aux matériaux d'origine, c'est une mauvaise adaptation car aucun des choix faits ne l'a été avec de bonnes intentions, et au final donne une image complètement biaisée de l'œuvre d'origine, le reléguant à un simple manga harem ecchi, et enlevant les éléments qui faisaient le sel du manga d'origine. Bref, le défigure.